Alors, tout de suite, on vient d'apprendre, et je voulais votre réaction là-dessus, Stéphane Le Foll, le départ de Jean-Yves Le Drian qui quitte le Parti Socialiste. C'est votre ex-collègue de la Défense sous François Hollande, et actuel ministre des Affaires étrangères et de l'Europe dans ce gouvernement. Il quitte le Parti Socialiste. Est-ce que ça vous déçoit d'abord, ça? Non, ça ne me déçoit pas. Ça me déçoit par rapport à l'histoire que j'ai avec Jean-Yves Le Drian, que j'ai eu d'ailleurs, quand on a été... Vous avez conservé des rapports avec lui aussi? Non, pas depuis qu'il est resté au gouvernement. Ah bon? J'avais dit, pourquoi? Parce que ça s'est fait comme ça, et je m'étais exprimé il y a déjà plus de 15 jours, 3 semaines, en disant, mais on ne peut pas être au gouvernement, soutenu par une majorité, et être dans un parti d'opposition. Je veux dire, ça ne peut pas continuer. Il y a un moment où il faut ou quitter le gouvernement, ou quitter le Parti Socialiste. Bon, donc le choix... Une clarification bienvenue. C'est une clarification qui était absolument nécessaire. Et humainement, ou l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Humainement, vous ne ressentez rien? Si, je vous l'ai dit, humainement, je ressens. Parce que c'est quand même plein de choses. Enfin, l'Orient, c'est des histoires aussi d'amitié. Je ne peux pas dire autre chose. Mais après, en politique, il y a la politique. Et la politique, eh bien, il faut être clair et il faut être, comment dirais-je, cohérent. Et je pense que là, il fallait qu'il fasse un choix où il restait au gouvernement, mais il ne pouvait plus rester au PS, où il restait au PS et il quittait le gouvernement. Voilà. Ça veut dire que ça fait un votant de moins pour le Congrès. Vous participiez d'ailleurs hier au premier et au seul débat entre les 4 candidats PS. Question claire, qui a gagné ce débat? Oh, c'est pas moi qui vais dire qui a gagné ce débat. J'espère que c'est le Parti Socialiste qui a gagné avec ce débat. Ce qu'il faut, c'est faire voter des militants. Aujourd'hui, on ne sait pas trop combien de militants voteront. Et à votre avis, ce débat a participé justement à redonner envie du PS? Je pense que malgré ses imperfections, ce débat a donné une image à la fois qu'il y a un débat au Parti Socialiste, et en particulier avec la ligne que porte Emmanuel Morel, qui est en fait celle de Benoît Hamon, qui est la ligne traditionnelle de la gauche du parti, et puis une ligne socialiste ou social-démocrate. Et c'est ça qu'il faut faire comme choix maintenant. Et c'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée d'une clarté, d'une majorité, d'une cohérence politique qui fasse qu'après, on puisse être compris et entendu par les Français. Donc moi, je suis satisfait qu'à cette occasion, je crois qu'on ait pu regarder les choses de manière un peu plus objective et que maintenant, les militants fassent leur choix. Est-ce que c'est un débat qui a fait bouger les lignes, selon vous, en clair? Est-ce qu'à l'issue de ce débat, Olivier Faure est toujours le favori? Écoutez, moi, j'ai défendu l'idée que pour être premier secrétaire du Parti Socialiste, il fallait l'incarner. Il faut être avec une voix qui doit porter dans les débats face aux autres leaders. Que ce soit du côté de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit du côté de la République En Marche avec Castaner et tous ceux qui sont les leaders de Emmanuel Macron, que ce soit face à Marine Le Pen et que ce soit face à Laurent Wauquiez, aujourd'hui la droite qui existe. Donc je pense, et je le dis aux militants, c'est ça qui a justifié ma candidature. J'ai attendu d'ailleurs de savoir si Najat Vallaud-Belkacem serait ou pas candidate. Et puis, une fois que elle a pris la décision, j'ai pris ma décision. Vous auriez pu lui laisser la place? 2 ministres du gouvernement de François Hollande, c'est quand même là compliqué d'avoir un débat entre nous. Parmi les 4 candidats, vous pensez être celui dont la voix portera le plus face aux autres leaders politiques? Je pense que la notoriété, ça a été montré par un sondage. Je ne vais pas en tirer un profit au-delà de ce qui est le choix que les sympathisants ont fait. Ce n'est pas celui des militants. Mais c'était ce que je disais aussi dans les débats. La notoriété, ce n'est pas un handicap. L'expérience n'est pas un handicap. Au contraire, ça doit être un atout. Voilà, eh bien... ça a été indiqué par ce sondage. Le grand public a sans doute découvert hier Emmanuel Morel. Est-ce que, parce qu'il a beaucoup imprimé hier soir, est-ce que, selon vous, il devient un concurrent sérieux vis-à-vis de vous? Non, je ne crois pas qu'il soit un concurrent sérieux, sinon. Mais on a toujours ce même problème dans ces débats extrêmement assez ramassés et courts. Je me souviens d'ailleurs de la primaire, Benoît Hamon, le revenu universel, c'est formidable. Puis après, quand on va devant les Français, alors là, ça coûte très cher, on est obligé de se corriger, parce qu'on ne peut pas tout promettre. Alors dans un débat comme ça, quand on revient dans l'opposition, Emmanuel Morel a joué son rôle. Le quinquennat, tout est mal, à part quelques choses comme la COP21, mais ce qu'il a dit sur la loi travail, en oubliant le compte pénibilité, en oubliant le compte personnel d'activité. C'est pas possible de dire des choses comme ça. Ou alors, de la même manière, on augmente le SMIC, on distribue le pouvoir d'achat avec une contradiction fondamentale. Après, quand on parle d'écologie, on parle de frugalité.
D'un côté, c'est le pouvoir d'achat, la croissance, et puis de l'autre, c'est la frugalité. Donc ça, c'est des contradictions. Mais il faut les lever. C'est des débats plus approfondis. Alors, est-ce qu'il peut l'emporter? Je ne crois pas, mais il faut que les militants se mobilisent. Fassent un choix. Ceux qui sont aujourd'hui au Parti Socialiste, quel Parti Socialiste voulez-vous? Est-ce qu'on retourne, et c'est possible, hein, dans une opposition systématique, il l'a dit, frontale, fracassante, c'est-à-dire on fait du Mélenchon, ou est-ce qu'on a un parti socialiste ou social-démocrate? C'est le choix maintenant. On a l'impression qu'il n'y a rien en commun, ou en tous les cas très peu en commun, à part le fait d'être au Parti Socialiste entre vous et Emmanuel Morel. La question est claire, elle vous a été posée hier soir, mais quand même, est-ce que vous resterez au Parti Socialiste? Est-ce que vous pourrez travailler avec lui s'il devient Premier secrétaire? Mais attendez, d'abord, moi je vais tout faire pour devenir Premier secrétaire. Après, moi je reste au Parti Socialiste, je suis resté au Parti Socialiste. Je connais tout ça. Je sais pas, les débats avec la gauche du Parti Socialiste, vous avez l'impression de l'oublier. Mais moi j'ai connu le Parti Socialiste avec un bureau national autour duquel il y avait Jean-Luc Mélenchon. Mais vous pourriez faire, voilà. Vous pourriez faire cela, vous, si vous étiez élu, faire cette synthèse-là? Moi j'ai été Premier vous, secrétaire. J'ai été directeur de cabinet avec François Hollande fut un temps, et on reprochait à François Hollande les synthèses. Mais il y avait des débats. Il y avait une gauche du Parti Socialiste, la preuve, Jean-Luc Mélenchon. Il était au Parti Socialiste. Montebourg, enfin, ils étaient au Parti. Mais vous ne répondez pas, vous pourriez faire cette synthèse si vous étiez élu? Après, on est dans un parti. Moi, je veux une majorité et je veux une ou des minorités. Les minorités respectent la majorité respecte le ou les minorités. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est parce qu'il doit y avoir un débat au sein du Parti Socialiste, il doit y avoir une gauche au sein du Parti Socialiste qui est là pour stimuler, pour avancer. Mais en même temps, il faut que ce parti exprime l'idée de la capacité qu'il a à pouvoir gouverner un pays. Et ça, il faut être socialiste, social-démocrate. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, Stéphane Le Foll. Il vous a posé une question hier soir. Il a regardé ce débat, visiblement. Il vous a posé une question via Twitter pour le second tour de la législative partielle en Guyane. Est-ce que vous soutiendrez le candidat de la France Insoumise ou bien le candidat de la République En Marche? D'abord, je ne sais pas ce qui s'est passé, où on en est en Guyane, donc je vais regarder. Je ne sais pas quels sont les autres candidats. Moi, je ne vais pas me prononcer pour soutenir des candidats d'autres partis. Et Jean-Luc Mélenchon sera-t-il capable de sortir de la seule idée qu'il a aujourd'hui, c'est comment je fais pour faire disparaître le Parti Socialiste? Voilà, je lui pose la question aussi. Vous ne pourrez pas travailler avec lui? Mais vous êtes élu premier secrétaire du Parti Socialiste. Non seulement je pose la question, parce qu'il ne veut pas. Enfin, je veux dire, il a déjà exprimé de manière très claire qu'il ne veut aucune alliance à gauche. Bon, eh bien, écoutez, Jean-Luc Mélenchon, vous voulez aucune alliance à gauche? Allez, jusqu'au bout de votre logique. Donc pour vous, c'est un adversaire comme un autre? C'est pas un adversaire. Comme Marine Le Pen. C'est pas un... Non, faites pas ces comparaisons-là. Enfin, franchement... Je vous pose entre Marine Le Pen, qui est nationaliste, et Jean-Luc Mélenchon, qui est un souverainiste, populiste, voilà, je sais faire la différence. Et je ferai toujours la différence. Je vous ai rappelé d'ailleurs qu'il avait même été autour de la même table au Parti Socialiste. Je sais faire la différence. Lui, il a un seul objectif, faire disparaître le Parti Socialiste. Donc, tant que c'est son objectif, eh bien nous, il faut qu'on soit capable, au contraire, après la défaite que nous avons connue, de revenir, de se relever et de faire de cette gauche, socialiste et social-démocrate, le pôle central de la gauche. Et à ce moment-là, on lui posera la question. Donc Jean-Luc Mélenchon a regardé le débat hier. François Hollande, a priori aussi, puisqu'il est parti un petit peu tôt du dîner du CRIF hier soir. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de lui? Je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Pas eu de nouvelles de lui. Je sais qu'il a dû regarder le débat, parce qu'il s'intéresse sûrement, comme il a toujours fait à la politique de manière générale et au Parti Socialiste, mais je n'ai pas de nouvelles. Mais vous n'en avez pas parlé hier soir pendant le débat, vous n'avez pas mis en avant le fait que vous avez été son ministre durant ce quinquennat. Est-ce que le fait d'avoir été proche de lui, c'est votre principal handicap pendant cette année? Mais c'est pas, justement, j'ai toujours répondu, je suis ministre, c'est un handicap. J'ai de l'expérience, c'est un handicap. J'ai 58 ans, c'est un handicap. J'ai été fidèle à Lionel Jospin, c'est un handicap. J'étais fidèle à François Hollande, c'est un handicap. Non. C'est la loyauté et la fidélité. C'est une valeur. Je la défends. Responsable de la situation actuelle du PS, François Hollande. Moi, je suis libre. J'ai été ministre et loyal. Et c'est ce qu'on me reproche. Il n'est pas responsable de la situation actuelle du Parti Socialiste. J'ai été ministre et maintenant je suis candidat. Et je ne vais pas revenir tout le temps sur le quinquennat de François Hollande. Parce que si on fait comme ça, c'est ce qui s'est passé hier, eh bien on n'avance plus. Moi, je me tourne vers l'avenir. Voilà, c'est tout. Mais ça ne change rien à la fidélité qui a été la mienne et à la loyauté. Et c'est au contraire une valeur. On me dit c'est un handicap. Mais alors, la trahison serait une valeur aujourd'hui? Non. La loyauté, la fidélité. Et je vous pose la question pour la troisième fois parce que vous ne répondez pas. Parce que vous allez voir insister. Responsable de la situation actuelle du Parti Socialiste français. Il est responsable d'une situation post-présidentielle
où il n'a pas été candidat alors qu'il était président sortant. Donc là, il y a une responsabilité qui conduit à la situation politique que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, ce que nous avons vécu, il faut en sortir. Hein, il faut arriver à se désintoxiquer un peu et regarder l'avenir. Stéphane Le Foll, ça ne vous a pas échappé, c'est la journée internationale des droits des femmes. Il n'y a aucune candidate au poste de Premier secrétaire, alors que le Parti socialiste a toujours été un parti progressif. Vous en avez parlé il y a un instant. Si Najat Belkacem avait été candidate, peut-être que... Oui, je vous l'ai dit. Alors après, je ne vais pas refaire l'histoire. C'est dommage en termes d'image, quand même. Que le Parti oui, c'est dommage. Il y avait aussi Delphine Batho qui pouvait être candidate. Alors, des règles avaient été mises en place, il fallait 5% du Conseil national. Bon. Ça a changé le monde politique de ce point de vue-là, selon vous? Je pense que quand même, ce qui a été fait, et si je regarde ce qu'a fait le Parti socialiste quand il a été au gouvernement et responsabilité, de Lionel Jospin, avant même de gagner les législatives de 97, où on avait mis en place un système où 36 à 37% de toutes les circonscriptions étaient réservées pour des femmes. C'est la première fois que ça se faisait. La première liste, c'est Michel Rocard qui l'a conduite. Je ne vais pas reprendre le mot, mais elle était paritaire aux européennes. Ce qu'on a changé mais sur... Ça va peut-être changer aux prochaines européennes, ça, pour le Parti socialiste. Ah non, c'est dans la loi maintenant. C'est paritaire. C'est des listes comme les régionales, comme les départementales. Non, tout ça, c'est des progrès. Mais si vous êtes Premier secrétaire, est-ce que la direction du PS sera paritaire? Bien sûr. Mais comment on peut imaginer que... Non seulement elle doit être paritaire, c'est pas simplement j'ai tant de responsables, j'en mets... et j'ai une moitié d'hommes et de femmes, c'est paritaire aussi sur les responsabilités qu'elles exerceront, les uns et les autres. Emmanuel Morel a proposé hier un binôme. Oui, j'ai pas très... Alors, Emmanuel Morel a un binôme de Premier secrétaire. Il y a un Premier secrétaire, et après, il faut ouvrir, et il faut faire en sorte que cette parité, je l'ai dit, s'incarne bien sûr dans les responsabilités, mais dans toutes les responsabilités. Est-ce que sur cette question... Et d'ailleurs, sous François Hollande, je rappelle, premier gouvernement pleinement paritaire, et des femmes à des postes de haute responsabilité. Si je me rappelle de Christiane Taubira à la justice, de Marisol Touraine dans le domaine de la santé. Sur ces questions des droits des femmes, des luttes contre les violences faites aux femmes, là, vous saluez l'action d'Emmanuel Macron? Je salue en tout cas l'engagement. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'éléments concrets. Je pense en particulier le ministre de l'Intérieur qui lance, vous savez, la police de sécurité du quotidien. Et qui dit qu'il faut que ça soit une police de sécurité du quotidien. Il y a une priorité, à mon avis, dans cette police de sécurité du quotidien, c'est les violences domestiques, violences faites aux femmes. Ça doit être une priorité. Et je sais qu'il y a des préfets qui avaient déjà travaillé sur ces questions-là. Et puis, dans les violences domestiques, les violences aussi faites aux enfants. Donc là, il doit y avoir l'accent sur ces questions-là. On ne peut pas rester avec les chiffres qu'on évoque souvent et ces violences qui sont faites contre les femmes. On va passer à un autre sujet qui a fait l'actualité hier au Sénat, Stéphane Le Foll, celui des retraites agricoles. Il y a eu des tensions entre le Sénat et le gouvernement sur cette question. On rappelle que sous votre majorité, il y a un peu plus d'un an, a été adopté un texte pour revaloriser ces retraites agricoles, mais l'exécutif n'en veut pas, en tout cas pas avant 2020. Les sénateurs ont donc choisi de repousser l'examen du texte. Avant de parler de la méthode, un mot sur le fond. Est-ce que vous demandez au gouvernement de revaloriser immédiatement ces retraites agricoles? Alors là, franchement, d'abord, je l'ai appris en arrivant ce matin. C'est l'ancien ministre de l'Agriculture. Voilà, oui, mais on va avouer... C'est votre texte, d'ailleurs. On va avouer donc à nos auditeurs. Ce matin, je l'ai appris encore. Téléspectateurs plutôt et auditeurs en même temps. Donc, vous me l'avez appris en arrivant. Bon, cette loi avait été votée pour remonter les retraites agricoles à 75% du SMIC. Ça avait été l'engagement qui avait été pris sous le quinquennat. Et on avait fait en sorte de le mettre en œuvre. Et là, on me dit que hier, donc, dans la mise en œuvre, justement, et d'application de cette loi, elle est remise en cause pour un déficit... Christophe Castaner parle de 400 millions. Alors, je ne sais pas où il a été trouvé, ces 400 millions. C'est faux. Et deuxièmement, si pour 400 millions, sur un sujet comme celui-là, qui a été évoqué d'ailleurs par le président de la République au Salon de l'Agriculture, je le rappelle, pour opposer d'ailleurs les cheminots et les agriculteurs, la première décision qui est prise après le Salon, c'est de remettre en cause ce qui avait été voté pour 400... En admettant, et c'est faux, mais en admettant que ce soit pour 400 millions, quand on sait ce qui a été donné à d'autres, franchement, là, il y a un vrai problème. Et je ne le savais pas, donc c'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet. Donc je demande au gouvernement de revenir sur cette décision et de financer ce qui a été prévu de financer pour les retraites agricoles. Alors, c'est 80 km/h qui font débat dans le pays. Les élus locaux sont contre, en grande majorité. Vous êtes pour, vous êtes contre? Quelle est votre position là-dessus? Mais moi, je pense que la position... Vous êtes élu de la Sarthe. De la Sarthe, que je connais bien. Avec des routes qui sont dangereuses, très dangereuses. Et d'autres qui le sont moins. Non, mais c'est une décision là, c'est typique de ces décisions centralisées
prise. Non, mais sur le fond, vous êtes pour, vous êtes contre ? Attendez, sur le Ça fond, sauve des vies, je vous le suis savez contre. bien, il y a des études menées là-dessus. Secondes. Je vais être très clair. Oui, une décision rapide. comme celle-là, 80 partout, Oui. d'un seul coup, non, Non. je suis contre. D'accord. Après, C'est le signe supplémentaire de la déconnexion d'Emmanuel Macron vis-à-vis des réalités du terrain et des élus C'est locaux. le signe de la centralisation, de l'hyper-centralisation. On décide d'un seul coup partout. Alors qu'on le sait très bien. Il y a des routes, oui, sur lesquelles les accidents sont graves. Et il faut changer les choses. Dernier sujet, le plan prison. C'est une bonne chose. Oui, je pense que le plan prison, il y a des choses qui vont là, dans un sens où, en particulier sur les peines, il faut qu'on aménage et qu'on évite d'avoir cette surpopulation carcérale. Et c'est pas simplement en augmentant les places qu'on va régler. Donc là-dessus, il y a une ligne sur laquelle il faut qu'on puisse regarder, c'est ce que je dis, avoir un peu d'intelligence là.